Et je suis maintenant avec Eulogos, qui est un peu le chef de l'armée grecque actuellement présente sur ce camp. Bonjour Eulogos. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me présenter un peu ton association, Les somatophylaques. les somatophylaques? Je voulais éviter d'écorcher le nom. Alors cette association, c'est une association qui est spécialisée sur la recherche, sur le geste antique, martial et sportif. Notre objectif premier, c'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice à la recherche en archéologie expérimentale, donc à mener notre expertise et un petit peu tous nos moyens dans la recherche scientifique. Et notre second objectif, eh bien, c'est justement de vulgariser sur ces sujets-là, parler d'histoire antique, parler de ce que c'était la Grèce classique, puisque nous on est spécialisé sur l'époque classique. Alors, c'est quoi l'époque classique Oui. Quelles sont les dates à peu près chronologiques? Donc l'époque classique, c'est l'époque qui se situe entre l'époque de l'invasion des Perses en Grèce, qu'on appelle les guerres médiques, donc le début du 5e siècle avant notre ère, et ça se termine avec l'immense épopée d'Alexandre le Grand à la fin du 4e. C'est deux siècles hyper intéressants sur l'histoire grecque, c'est un peu celle que tout le monde connaît, avec le siècle de Périclès, le Parthénon, Socrate, Aristote. C'est vraiment la Grèce telle qu'on l'imagine, qu'on idéalise, et c'est normal parce que c'est celle qui nous a donné le plus de textes. Les gens, quand ils étudient un petit peu le grec, on parle de grec classique, c'est ce grec-là. Et c'est vrai que dans Assassin's Creed, c'est celui qu'on retrouve, enfin c'est cette période-là qu'on retrouve. Exactement, c'est vraiment celle qu'on retrouve dans Assassin's Creed Odyssey, celle qu'on voit dans le film 300, celle qu'on voit dans le film Alexandre. C'est vraiment un peu l'imaginaire de la Grèce avec l'architecture. Par exemple, les temples au 6e et au 7e siècle avant notre ère, il y en a, mais ils se construisent surtout vers la fin de période 6e en pierre, et puis surtout, c'est l'explosion au 5e siècle. Donc on a vraiment une grande richesse à cette époque-là. Et comment expliquer justement cette explosion civilisationnelle que d'un seul coup, voilà, les Grecs ont une flambée civilisationnelle? Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, il y a plusieurs facteurs. À l'époque de la Grèce archaïque, donc entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère, Celle de l'Odyssée? celle d'Homère, Celle d'Homère. celle où Homère écrit sur les choses qui se sont passées à l'époque mycénienne, donc vers moins 1200 avant notre ère. Donc il y a eu une grande période qu'on appelle les âges sombres, qui est une période un peu de restructuration de la société. Et au 8e, 7e siècle, ils établissent ce qu'on appelle des cités-États. En fait, on a des villages qui vont se rassembler, former des assemblées de citoyens. Les aristocrates vont perdre de plus en plus la main sur le fait guerrier et va naître un sujet sur lequel nous, on est spécialisé avec l'association, l'hoplite. En fait, l'hoplite, c'est le citoyen guerrier. Et j'insiste là-dessus, il est guerrier parce qu'il n'est pas payé pour ça. Il défend la cité parce qu'il défend ses intérêts au sein de cette cité-là. Et donc, toutes ces cités-États, elles vont un peu essaimer, elles deviennent très puissantes au 7e et 6e siècle d'un point de vue commercial, puisqu'elles échangent en Méditerranée. Elles se font une sorte de concurrence par une guerre. Cette guerre, elle a une limitation de la violence dans le sens où il y a très peu de cités qui tombent. Généralement, on se fait une guerre entre citoyens guerriers. Donc ça reste quand même une caste assez haute de la société, c'est pas des esclaves, hein, mais malgré tout, c'est pas juste les aristocrates. Et ces gens-là, quand ils vont vaincre leur adversaire, leur but c'est de récupérer les intérêts économiques. C'est pas d'aller à faire une guerre jusqu'au boutiste. Et de raser la cité. Et de raser la cité ennemie. Et donc, au début du 5e siècle, ces cités sont très riches. Elles vont attirer la prédation de l'empire perse, donc grand empire qui s'est formé au 6e siècle avant notre ère. Et cet empire va se casser les dents en Méditerranée ici. Il faut comprendre que pour eux, c'est un sujet parallèle. Hein. L'empire est immense, c'est des petites défaites entre guillemets. Alors que pour les Grecs, c'est vraiment un fait extrêmement important parce que c'est une question de vie et de mort. c'est une question de vie et de mort. Alors certains vont pactiser avec l'ennemi, ce qu'on appelle médiser, et d'autres, au contraire, vont s'opposer à l'arrivée des Perses, d'abord contre Darius pendant la première guerre médique, puis contre Xerxès durant la seconde. Et il y a deux cités, alors il y en a d'autres, mais il y a deux cités surtout qui vont vraiment se démarquer des autres pendant la guerre. La ville d'Athènes, notamment avec sa flotte de guerre, et la ville de Sparte, notamment avec ses hoplites très entraînés, qui ont mis un système politique tourné autour de la guerre. Et donc ces deux cités, elles sont devenues très puissantes, et après les guerres contre les Perses, elles vont tenter d'imposer ce qu'on appelle leur hégémonie. En fait, elles essayent d'imposer leur domination sur les autres cités, surtout Athènes, qui va prendre toutes les routes commerciales de Méditerranée, devenir très riche, fonder une ligue rassemblant plusieurs cités, et finalement les désarmer, leur abattre leurs remparts, et avoir le monopole de la violence, de la flotte et de la guerre. Et du coup, c'est comme ça que ces cités-là vont devenir très riches. Périclès et la ville d'Athènes devient très riche parce qu'ils récupèrent tout l'argent de leur ligue et la mettent sur l'acropole. Et pour le garder, ils construisent un trésor, le Parthénon, qui n'est pas un temple, c'est vraiment un coffre-fort. Un coffre-fort en forme de temple. En forme de temple, exactement. Et du coup, c'est comme ça que ces cités deviennent très riches. Ça crée un essor aussi dans la littérature. Hérodote écrit à cette époque-là. Le premier historien, le père de premier l'histoire. historien. L'enquête, Historia. Hérodote, c'est vraiment le père de l'histoire. Le début de l'enquête, historien, ça commence à peu près ainsi. J'écris pour que les faits et gestes des Grecs et des Perses ne tombent pas dans l'oubli.
et expliquer les causes et les conséquences de la guerre. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a les 3 points de l'historien, même si lui, il ne va pas vraiment s'y attacher, mais normalement, il y a les 3 points de l'historien. Premièrement, la recherche d'objectivité, il parle des deux. Mhm. Ensuite, le devoir de mémoire. Et enfin, un objectif, expliquer les causes et les conséquences, pas juste dire des faits, comme c'était un peu le cas dans les inscriptions royales qu'on pouvait trouver précédemment. Donc on a vraiment une profondeur historique, donc ça naît à ce moment-là. Et puis ça n'est pas par hasard, à cette époque, il y a un goût pour l'écriture, la philosophie. Les Grecs cherchent à expliquer le vrai par les mathématiques. Hein, les mathématiques, c'est chercher à expliquer le vrai. Si on trouve quelque chose de vrai en philosophie, ça veut dire qu'on peut baser notre réflexion sur quelque chose qui ne relève pas du spirituel et du divin. Et donc pour les Grecs, ça va devenir très important. Ça va créer un essor un peu civilisationnel, culturel. Et il va y avoir des philosophes un peu dans toutes les cités. On parle souvent d'Athènes, mais en réalité, il y en a plein, que ce soit en Ionie, du côté turc, en Grande Grèce, en Italie. Et toutes ces cités deviennent très riches, très puissantes, et elles développent un système d'écriture très important, surtout les Athéniens. Et du coup, il y a des écoles de pensée qui vont se développer à cette époque. Et comment expliquer ce miracle de la curiosité grecque, de l'intelligence, de la philosophie, qui vont naître vraiment spécifiquement dans cette partie du monde? Parce que d'habitude, on regarde les premières civilisations, c'est autour de fleuves, donc là on pourrait avoir une explication géographique. Là, il n'y a pas vraiment de grands fleuves qui structurent la Grèce. Oui, c'est vrai. Alors en fait, la Grèce, c'est pas structuré autour d'une cité. C'est pas structuré autour d'une cité. C'est structuré autour d'un ensemble de cités qui font un maillage commercial et économique. Et qui, en plus, sont dans une période de prospérité et qui, du coup, vont tous ensemble participer à cet essor culturel, économique, un peu comme la rivalité qu'on avait entre les cités italiennes de la Renaissance. Donc c'est un période vraiment très Ah oui, il y particulier. a de la compétition qui les force à se Ah ouais. dépasser, et en même temps, pas trop de compétition qui évite de les faire s'écraser mutuellement. Il y a Exactement. vraiment ce juste équilibre. Et justement, tout ça, ça va tomber avec Alexandre. En fait, au IVe siècle, ce qui va se passer, c'est que les Macédoniens vont fonder un royaume très puissant. Et ce royaume va finir par marcher sur les cités du Sud et, sous prétexte de les unir face à la menace perse, va les dominer. Et ils vont amener des nouveaux systèmes de guerre sur lesquels nous travaillons. Nous, on travaille sur les hoplites, on travaille sur la phalange macédonienne. Et on travaille là-dessus. Et justement, Alexandre, c'est un peu ça son génie, son père va unir les cités grecques. Et juste après, ils vont réussir à envahir la Perse et imposer leur modèle à tout l'Orient. Et c'est comme ça que l'époque hellénistique commence et que la culture grecque va se propager dans toute la Méditerranée, dans tout le Moyen-Orient et va devenir écrasante. Tout ce qui a fermenté dans l'époque classique va se diffuser à l'époque hellénistique, à tel point que quand Rome finira par dominer les Grecs, ils finiront par être eux-mêmes dominés culturellement. C'est ce qu'ils ont dit. C'est passionnant. Alors, 2 dernières questions pour finir. La première, c'est comment toi comment tu es tombé dans la potion grecque? Comment tu t'es découvert une passion subite pour cette période spécifique de l'histoire? Les amis, la philoïe, l'amitié. En fait, moi je suis historien et à la fac je voulais travailler surtout sur l'époque des croisades et j'ai des amis qui voulaient travailler sur l'époque grecque en reconstitution. J'ai dit allez c'est parti et ça m'a passionné. Donc c'est vraiment avec mes 2 meilleurs amis, Dimitri et Rémi, on a fondé l'association Somatophilac, on a commencé à créer un outil formidable pour Rémi, faire de donc on a vu l'expérimentation. juste avant avec qui on était en train de discuter. Voilà. Et donc du coup on a fini par créer un outil formidable et donc l'association s'est lancée et moi je me suis vraiment lancé là-dedans. C'est mes sujets de recherche. Et alors, dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais comme livre pour ceux qui ont envie de se plonger dans cette période, un livre qui vraiment t'a passionné? Moi je dirais Thucydide, la guerre du Péloponnèse, incontournable, un peu complexe. Si vous voulez y aller plus soft, Hérodote, l'enquête, ou Xénophon, l'Anabase. C'est vraiment les 3 auteurs à lire sur l'époque classique. Et en période moderne, vous pouvez lire, si vous voulez, l'époque, les livres de Victor Davis Hanson sur la guerre hoplitique. Victor Davis Hanson, c'est un Américain, le modèle occidental de la guerre. Moi, j'ai vraiment aimé. Et puis après, il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a une thèse récente de Rémi Saou là-dessus. Sur la guerre dans le monde grec, la violence dans le monde grec. Et puis moi-même, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'Hoplite, le premier guerrier de l'histoire. Donc voilà, ça vous fait des références. Je mettrai tous ces livres en description pour ceux que ça intéresse, et notamment ton livre à toi, L'Hoplite. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu as une guerre à mener puisque je vois les troupes qui commencent à s'assembler, donc je ne te retiens pas plus longtemps. Et puis en avant. Merci. Merci.